j'ai envie de dire, en parlant franchement, ils s'en foutent de ce que tu as fait avant. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce que tu vas leur apporter là, maintenant. Bon, OK, ils ont vu que tu as travaillé 25 ans chez IBM, mais l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que tu as appris de ces 25 années chez IBM qui t'a permis d'en arriver où tu en es aujourd'hui et ce que tu vas proposer demain. Donc, c'est ça qui est important. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Bonjour Valérie, je suis ravi de t'accueillir ici. Merci d'avoir répondu présente. Bonjour Jean-Bernard, écoute, avec grand plaisir, tu as pensé à moi et j'en suis flattée d'ailleurs. Écoute, j'avais envie de parler LinkedIn. J'ai cherché des experts et expertes LinkedIn et ton profil a vite attiré mon attention. J'ai adoré ce que j'ai vu sur ton profil et donc j'ai eu envie de te rencontrer. Donc merci. La première question que j'ai envie de te poser, Valérie, c'est pourquoi, selon toi, LinkedIn est un bel endroit lorsque tes clients sont des professionnels? LinkedIn, j'ai envie de dire, c'est la plateforme par définition sur laquelle il faut être présent lorsqu'on fait du B2B parce qu'on a 841 000 entreprises en France et quasi toutes les entreprises sont présentes. Et on a 22 millions d'abonnés, hein, donc c'est énorme en termes de métriques. Et ça devient un outil, on va dire, de conversation, d'engagement et de business quasi quotidien, sur lequel les décideurs de budget, généralement, se positionnent pour prendre une décision en tant que décideur sur d'éventuels bons de commande. Donc, c'est la place, j'ai envie de dire, sur laquelle il faut être aujourd'hui si on veut travailler de B2B. Donc, si on a compris qu'il faut aller sur LinkedIn, avoir un profil, un beau profil LinkedIn, du coup, a priori, c'est important. Mais selon toi, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que publier, c'est indispensable? Est-ce qu'on peut faire du business sur LinkedIn sans publier? Ça me paraît difficile. Effectivement, tu as parlé de beau profil. Alors, dans beau profil, j'ai envie de dire un profil optimisé à la fois dans sa proposition de valeur, puisqu'il y a déjà quelques décennies, LinkedIn, c'était plutôt une CV tech, hein, une base de données de CV. Aujourd'hui, on est plus sur des landing pages personnelles où on est sur des vraies pages de vente, où on a une proposition de valeur en tant que prestataire de service ou même en tant que salarié, hein, puisqu'on a à vendre sa plus-value qui est de faire du retour sur investissement, hein, quel qu'il soit. Donc, un profil bien optimisé, c'est une bonne proposition de valeur qui est bien mise en valeur et un bon référencement sur son profil. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, ça passe par multiples choses, hein, la communication visuelle, le design qui va permettre de magnifier un peu le contenu, mais surtout le travail des mots-clés sur la bannière, le titre, la rubrique info qui doit être copyrightée comme une landing page en fait, et structurer les expériences, les rubriques expériences, formation et les recommandations également qui sont très importantes pour être visible, notamment sur le moteur de recherche. Donc, il y a un certain nombre de critères, on va dire, sur lesquels il faut impérativement être présent pour pouvoir à la fois être visible de son profil, mais pas que, comme tu le dis, il faut publier pour pouvoir être d'autant plus visible, non pas que du moteur de recherche, mais de son audience, c'est-à-dire de ses cibles. Comment ne pas tomber dans le piège de faire des vues? Est-ce qu'on arrive à faire des ventes et comment faire des ventes et pas que des vues en fait sur LinkedIn? Alors ça, je suis vraiment contente que tu poses cette question-là parce que c'est vraiment un sujet sur LinkedIn. J'ai le sentiment, après, je ne parle pas au nom de tout le monde, hein, moi je ne suis qu'un profil parmi tant d'autres. J'ai le sentiment que le nombre de vues, c'est ce qui est le plus important, les métriques sont très importantes, au point que les gens en ont besoin pour se sentir bien. On peut être visible sans faire des posts qui sont extrêmement viraux, on dit viral, oui, viral, ça veut être ça. Viraux, je dirais. Ouais, Des viraux, on posts va dire. viraux. Les posts viraux. Donc, du coup, ces posts-là,
vous avez des sujets de posts viraux qui vont pas faire de business, en fait. Un post viral peut faire des milliers de vues sans apporter aucun business. Par contre, vous pouvez faire des posts dits d'expertise sur lesquels on se positionne sur vraiment des sujets de fond. Et là, effectivement, on va drainer de la visibilité et on va ce qu'on appelle asseoir son expertise et montrer qu'on répond à une problématique qui est celle de sa clientèle. Donc là, c'est là que c'est important. Donc effectivement, faire de la visibilité, c'est une chose, mais faire que ça n'a plus de sens, puisqu'effectivement, la visibilité en tant que telle ne fait pas forcément du chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle on voit souvent des publications qui sont plus ou moins différentes des autres. On voit souvent les publications qui sont, elles, storytellées, beaucoup, copyrightées, en texte, où on a l'accroche qui fait boum, et puis les gens cliquent sur le fameux savoir plus pour faire en sorte qu'on ait cet effet de toboggan, où on passe d'une ligne à une autre et on a envie d'en savoir plus jusqu'à la fin, jusqu'au fameux, ce qu'on appelle le CTA, là, le click to action, pour voir ce qu'il en est et pourquoi pas télécharger le fameux lead magnet, le fameux document qu'on te promet si tu laisses un commentaire ou un like. Ça, typiquement, ces posts-là sont destinés à faire de la visibilité. Ils peuvent effectivement faire du business, puisque si le contenu en lui-même est basé sur de l'expertise et une réponse client, il n'y a pas débat là-dessus, c'est clair. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu peux avoir une visibilité qui soit bonne, dans le sens où ton post est légitime et il répond à un besoin client, et puis tu peux aussi agacer l'audience qui te dit oui, tu m'as mis la puce à l'oreille, j'ai vraiment envie d'obtenir ton fameux document que tu me promets, et puis au final, quand je vois le document, il y a 3 pages et je suis un peu déçue. Donc voilà, j'ai envie de dire, si on promet quelque chose à l'audience, il faut que ce soit qualitatif systématiquement pour que la personne qui va lire ton post n'ait pas le sentiment d'avoir perdu son temps. C'est un peu mon point de vue. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais alors, du coup, ça veut dire que les posts pour faire des vues, selon toi, il ne faut pas en faire, et selon toi, il ne faut pas en faire et il faut uniquement faire des posts à forte valeur, ou alors il y a un équilibre à trouver entre un petit peu de posts viraux et un petit peu de posts à valeur pour essayer d'équilibrer. Alors, j'ai envie de dire que c'est un faux débat. En fait, par définition, il faut essayer de se détacher des métriques et dire, je fais un post pour répondre aux besoins et à la problématique de mon client. Si par défaut, la valeur de ton post est travaillée, parce que moi, les posts tels que je les écris, je mets le visuel, je mets 1 heure, 2 heures à le faire, je rédige, je mets 3 heures à rédiger mon post, j'essaie d'en sortir la quintessence, le maximum de valeur pour que ça convienne à mon audience. Par définition, si tu t'inquiètes de la réponse aux problématiques de ton client, forcément, tu auras de la visibilité. Ça, c'est clair. Quel que soit, j'ai envie de dire, le moment et l'heure de publication, parce que tu réponds à un problème client. Et forcément, le résultat sera là. Un post qui fait très peu de likes et qui fait flop, voilà, c'est pas un bon post parce qu'il n'a pas répondu à l'audience. Après, je ne veux pas dire que c'est mal ou c'est pas bien. On a le droit de faire des posts qui font des flops et puis voilà quoi. On n'est pas obligé de faire que des choses qui soient aussi dans l'expertise pour répondre à un besoin. On a envie aussi, en faisant du personal branding, d'exprimer un peu sa vie au quotidien quand on travaille. On a envie de faire des posts qui sont moins viraux parce qu'on a envie de parler de soi, de parler de ses clients, de parler de ce quotidien. Donc, j'ai envie de dire, la visibilité, c'est une chose, il en faut, mais il ne faut pas trop s'en préoccuper. Moins on s'en préoccupe, et on va dire, plus elle va venir, en fait. Ce qu'il faut, c'est vraiment déterminer tes objectifs, créer tes personas qui soient vraiment fins, les identifier grâce à l'abonnement Sales Navigator qui est vraiment très, très puissant, du coup, et qui permet de vraiment centrer sur tes personas et de les identifier. Et qualifier vraiment un réseau qui ressemble aux cibles que tu cherches, quoi. Et là, au final, ça va matcher, ça va fitter, c'est-à-dire ton contenu va fitter avec l'audience, et auquel cas, tu peux vraiment faire de la visibilité et de l'engagement sur tes posts avec un tout petit réseau. Moi, j'ai des clients qui commencent à 2000, 1000,
et qui ont de la visibilité suffisante pour pouvoir faire du business. Donc, j'ai envie de dire, c'est un faux débat, c'est sujet de vanity metrics un peu là. C'est pas sur les sujets sur lesquels il faut vraiment s'étendre. Et c'est la raison pour laquelle il y a si peu de gens à publier sur LinkedIn. On n'est que 1%, moins d'1%, donc c'est très peu. On a l'impression qu'il y a énormément de gens. Ceci dit, il y a de plus en plus de conversations et de plus en plus d'engagement sur les posts. Donc ça, c'est plutôt génial. C'est un bon début. Ça veut dire que les personnes qui, elles, avaient tendance à se retirer et à vouloir lire sans s'engager, elles commencent à prendre un peu le lead, entre guillemets, et puis échanger sur les différents débats. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la force de LinkedIn, ce qui va nous permettre de faire des sujets, des débats, et puis faire cette émulation qui est vraiment intéressante et qui permet de faire des rencontres au jour le jour. Ça, c'est évident. Alors, tu disais, un bon post, ça prend du temps pour qu'il puisse apporter de la valeur ou répondre à un problème. Et évidemment que c'est une énorme frustration de passer du temps sur un post et de voir que personne ou quasiment personne ne l'a vu. Et tu parlais de Sales Navigator, comme quoi c'est un outil super pour cibler. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que avant de sortir son super post, il faut passer un peu de temps pour aller se constituer un beau réseau, notamment grâce à Sales Navigator? Ça, c'est une bonne question. J'ai envie de dire que avant de commencer, j'ai envie de dire, même les commentaires, il faut essayer d'avoir un profil qui soit clair. Alors, qui n'ait pas forcément de proposition de valeur, parce que personne n'a forcément une proposition d'offre de service à faire ou quelque chose à vendre. On peut être là pour avoir envie de tisser son réseau et de générer des contacts. L'idée, c'est quand même d'avoir un profil qui soit complet, c'est-à-dire au moins ce qu'on appelle le soi-disant expert absolu, là, avec toutes les cases remplies, avec un nom de poste bien clair, une bio qui soit remplie dans la rubrique info. Donc, expert absolu, c'est la sorte de petite médaille qu'on a quand on a tout bien rempli sur le profil LinkedIn. C'est exactement ça. Et du coup, le fait d'avoir déjà une bannière, sans que ce soit la bannière bleue, mais quasiment les bannières bleues n'existent plus, tout le monde a déjà pris conscience avec l'évolution, on voit, c'est énorme, tout le monde a sa propre bannière maintenant. Reste à savoir si effectivement cette bannière, elle est justifiée par rapport au profil, si c'est pas une plage avec un coucher de soleil. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une bannière qui représente à la fois son entreprise si on est salarié, une bannière qui représente son entreprise si on est indépendant ou entrepreneur, avec une proposition de valeur en corrélation, bien sûr. Et puis un titre qui soit clair. Donc, c'est grosso modo, le titre, ça doit être l'intitulé de ton poste. Si tu es CEO d'une agence de communication, tu cites l'agence, bien entendu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le titre, on va dire que les 2, voire 3 premiers mots sont hyper importants pour être référencé dans le moteur de recherche de LinkedIn. C'est-à-dire que tu peux faire, et pour ça, tu peux faire le test même sur un profil standard ou lambda. Si tu mets par exemple cabinet d'affaires en premier lieu avant CEO, Jean-Bernard Sibony, tu verras que dans cabinet d'affaires, tu arriveras davantage en tête de la liste des mots-clés de moteurs de recherche de LinkedIn. Donc, j'ai envie de dire, s'il y a un conseil à faire dans le titre, il faut bien choisir les mots-clés, puisque le moteur de recherche LinkedIn est plus un moteur de mots-clés. On a des opérateurs booléens qui sont en or not, et les gens ont tendance à saisir des mots-clés plutôt que des questions telles qu'on pourrait le faire notamment par l'intermédiaire du moteur de recherche Google. Donc, il faut bien penser mots-clés autour de son activité et intégrer le nom de son statut, sa fonction. Et pourquoi pas, qu'est-ce que tu vas apporter éventuellement à ton audience si elle vient sur ton profil. Pour plusieurs raisons. La première, parce que quand je fais des commentaires, ça se voit. Donc, oui. Quand je suis affiché dans le moteur de recherche, ça se voit également. Et puis, effectivement, qui plus est, les gens, lorsqu'ils vont sur mon profil, vont le voir également. Donc, l'idée, c'est d'être visible par l'intermédiaire de cet espace-là. Donc, le titre, on ne s'en sert pas uniquement pour informer du poste qu'on occupe dans l'entreprise,
mais également pour rappeler la proposition de valeur de l'entreprise. Alors, Exactement. Ça peut être la proposition de valeur ou la raison d'être de l'entreprise, hein. Et ensuite, sur la partie info, on va vraiment là éviter de rester sur les acquis du CV où dit j'ai fait 25 années de informatique chez IBM. Ok, c'est super, mais ce que veulent les gens, j'ai envie de dire en parlant franchement, c'est ils s'en foutent de ce que tu as fait avant, hein. Ce qu'ils veulent, c'est savoir ce que tu vas leur apporter là maintenant. Bon, ok, ils ont vu que tu as travaillé 25 ans chez IBM. Mais l'idée, c'est de savoir c'est qu'est-ce que tu as appris de ces 25 années chez IBM qui t'a permis d'en arriver où tu en es aujourd'hui et ce que tu vas proposer demain. Donc, c'est ça qui est important. On est sur une proposition de valeur sur le présent, mais aussi sur le futur pour avoir cet aspect de visionnaire qui fait qu'aujourd'hui, les personnes qui sont plutôt influents sur les réseaux sont des personnes qui sont plutôt visionnaires sur leur façon de voir l'évolution de leur écosystème et de leur activité, en fait. OK, une fois qu'on a compris ça, je croise quand même beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui comprennent l'intérêt de LinkedIn, qui comprennent qu'il faut publier sur LinkedIn, mais qui ont le syndrome de la page blanche ou bien qui ne se sentent pas légitimes pour publier. C'est quelque chose que j'entends souvent. Alors ça, je suis contente que tu poses cette question-là parce qu'effectivement, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur que tout le monde, hein, je répète, tout le monde a lorsqu'il publie ou qu'il appuie sur ce fameux bouton publier. C'est humain, c'est naturel, sauf pour vraiment des gens exceptionnels. Hein, là, j'ai envie de dire que si on n'a pas ce syndrome-là, et même pour avoir publié des centaines et des centaines de fois, si on n'a pas ce syndrome-là, c'est qu'on manque quelque part un peu d'humilité. Et cette humilité-là, c'est une qualité qui fait que tu vas toujours être, on va dire, au même niveau qu'une personne qui va commenter, qui va faire que tu es un interlocuteur parmi tant d'autres sur LinkedIn et non pas un pseudo-influenceur où tu vas avoir un peu les mollets qui enflent, hein. Donc, l'idée, c'est pas parce que tu as un gros réseau ou beaucoup d'engagement et que tu publies beaucoup que tu es plus légitime qu'une autre personne. C'est faux. Une personne qui va commencer à publier a toute légitimité de s'exprimer, de communiquer qu'une personne qui a 100 000 abonnés ou qui publie tous les jours et qui est vraiment expert dans son domaine d'activité. Nous sommes tous différents, nous avons tous une expérience différente et c'est cette richesse-là qui fait que nous sommes tous intéressants à lire. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner pour les personnes qui justement n'arrivent pas à passer ce cap, n'ont pas l'idée? Quel est le conseil que tu pourrais donner pour faire le premier poste? Alors, ça tombe bien parce que justement, c'est le prochain post que je vais faire un carrousel là-dessus sur le syndrome de l'imposteur. Et j'ai Ok. fait une petite méthode avec des règles concrètes à mettre en place. Donc, oui, effectivement, ce fameux syndrome, cette petite voix qu'on a à l'oreille qui nous dit, mais tu sais, Jean-Bernard, t'es pas légitime pour parler, donc pourquoi tu fais ça? Eh bien, il faut s'inculquer une méthode pour que cette voix qui susurre à l'oreille, elle baisse en volume et elle disparaisse, quitte à l'entendre de moins en moins. La méthode, c'est déjà commencer à commenter des posts sur lesquels tu es vraiment intéressé. De fil en aiguille, plus tu écris et plus les idées viennent. Donc, c'est-à-dire que plus tu vas t'engager dans cette communauté et plus tu vas interagir et plus tes idées de posts vont venir. Et ça peut paraître étonnant, mais en fait, on a plus d'idées et plus de sujets qu'on ne peut le croire et plus de choses à dire et d'expertise à témoigner qu'on peut le croire, puisque quand on s'exerce, et je reprends un peu la méthodologie de Nina Ramen, sur laquelle j'ai participé, enfin, j'ai eu l'opportunité de voir ces multiples formations. Elle utilise une application qui s'appelle BEAR, qui est BEAR, qui est une petite application sur iPhone qui te permet de noter de manière très simple les idées de posts que tu pourrais avoir au jour le jour. Parce que, on va dire, l'inspiration, elle vient pas là tout de suite devant son écran, devant sa feuille blanche, elle vient sous la douche, elle vient le matin en se levant, elle vient quand tu fais tes courses ou quand tu vas tu es en transport, dans le métro ou en voiture.
C'est-à-dire que tu dis, tiens, ça me fait penser à quelque chose, et ça pourrait être une idée de post intéressante. Tu notes tout ça tous les jours sur cette fameuse application ou un bloc-notes que tu as dans ton sac. Et puis, tu te dis, tiens, ça pourrait être un sujet intéressant. Tu notes au fur et à mesure. Et puis, moi, j'ai quasiment une dizaine d'idées qui me viennent par jour. Et puis, en fin de semaine, je fais un check-up et je me dis, bah, tiens, parmi lundi, là, j'avais 10 idées, bah, il y en a 2 que je vais retenir, qui me paraissent vraiment, vraiment intéressantes après avoir laissé infuser les choses. Et au fil du temps, bah, tu te retrouves avec une vingtaine de sujets en fin de semaine et tu vas pouvoir commencer à avoir et à structurer tes posts. Donc, on passe par l'idée, hein. On passe par ensuite la structure, c'est-à-dire qu'on va structurer son poste selon ce qu'on appelle un framework. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui va te permettre de déterminer comment tu vas structurer tes idées pour qu'elles soient bien, bien lisibles. Donc, si je prends par exemple le cas d'un carrousel, on va soit commencer la première slide, qui est la première slide la plus importante, par une question, un problème. Ça va être comment publier sur LinkedIn alors que je subis le syndrome de l'imposture. Voilà. Donc ça va intéresser les gens forcément. Donc ils vont avoir envie de faire le fameux geste que tout le monde fait sur son iPhone et de continuer à slider sur les différentes slides. Ensuite, tu vas poser le problème. Tu vas appuyer là où ça fait mal. Donc, c'est-à-dire que tu vas dire, voilà, vous entendez cette petite voix qui vous susurre à l'esprit, vous avez l'impression que vous n'êtes pas légitime quand vous parlez à vos pairs, vous n'êtes pas à l'aise à parler en face d'un auditoire. Voilà, tu appuies là où ça fait mal, les problèmes que les gens subissent au quotidien. Tu poses le sujet en gros. Et ensuite, tu détermines les solutions. Tu dis, voilà, on arrête, stop, le syndrome de l'imposture. Tu fais un post stop. Hein, et là, tu apportes concrètement les solutions aux problèmes que tu as précédemment élucidés, énoncés. Et à chaque problème, tu apportes une solution concrète. Tu réponds tout simplement à une problématique client à travers un carrousel en différents slides. Et à la fin de ce fameux carrousel, bah, tu proposes éventuellement aux personnes. Bah, moi, je le fais, hein, ce fameux lead magnet, du faire liker et commenter, parce que avec la baisse de reach de LinkedIn, toute ton audience ne voit pas forcément tes posts. Alors, j'invite les gens à liker et commenter pour que je puisse les tracer, entre guillemets, et leur envoyer ensuite les publications, parce qu'ils cherchent les publications. Ils me disent, Valérie, je ne te vois pas dans mon fil d'actualité, j'aimerais avoir tes publications. Donc, je le fais dans ce sens-là. Et puis, tout naturellement, la règle, on va dire, de l'inbound marketing, hein, c'est sur 10 sujets offerts, 10 propositions de sujets d'expertise qui vont répondre à une problématique client. Généralement, tu as un appel client pour une proposition, une demande de devis, voire 2. Là, en ce moment, moi, je publie, je publie beaucoup pour mes clients, mais je publie qu'une fois par semaine pour moi parce que j'ai largement de quoi faire et à chaque publication, j'ai 2-3 devis, quoi. Donc, parce que les gens me connaissent et je préfère faire de la qualité, publier moins souvent, mais faire quelque chose qui réponde à un besoin bien spécifique. Et ça fonctionne. Donc, j'ai envie de dire, lancez-vous, c'est gratuit, c'est du temps. Oui, c'est du temps de créer du contenu. Donc, les personnes qui ont moins de temps qu'une personne qui va faire des visuels ou des carousels, qui va prendre 2-3 heures à faire son document, bah, elle fait que du texte à ce moment-là. Elle parle, elle fait des posts structurés en ayant des réponses concrètes aux problèmes de son audience et ça fonctionne de la même manière. Ok, je voulais revenir sur l'outil que apparemment tu as découvert dans la formation de Nina Ramen. Nina Ramen, c'est elle qui a fait la formation copywriting de Germinal, c'est ça? C'est ça. Et puis, elle a quitté Germinal et désormais, elle a monté sa structure. Et effectivement, je la comprends. Effectivement, elle générait déjà beaucoup de chiffre d'affaires sur Germinal. Donc, elle a voulu monter sa société, j'imagine, dans ce sens-là pour pouvoir drainer un peu plus de business, j'imagine. Alors, Beer, je ne connais pas du tout. Quelle est la valeur ajoutée d'un Beer sur un… Pourquoi je ne sortirais pas l'application Notes de mon iPhone et pourquoi Oui, j'utiliserais… c'est vrai, tu as raison. Beer, moi, je l'utilise parce que tu peux mettre à la fois du texte, des images, de la vidéo. Enfin, c'est multicanal. Et du coup, ça fait un peu comme si tu veux un site web, mais version de bloc-notes. Donc, C'est un peu j'aime comme bien. Notion. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement Ok. ça.
Tu peux même te créer des templates, et puis faire des listes où tu peux rayer des listes. Enfin, c'est plutôt intuitif et facile à comprendre. Et encore une fois, c'est pas les outils qui font les résultats, c'est les idées. Bah, si on reste sur les outils, tu as dit que tu utilisais du coup le like et le contenu contre commentaire. C'est ça. Est-ce que toi, tu l'automatises, ça? Est-ce que tu utilises un outil pour t'aider ou tu fais à la mano? Alors, lorsque je fais le post, j'aide effectivement j'incite les gens à liker et commenter pour les tracer. Et après, j'utilise des outils, il y en a plein, notamment Photo Booster pour extraire les personnes qui ont liké et commenté. J'en fais ce qu'on appelle un petit fichier Excel, tu sais, un petit fichier CSV que je vais importer dans un CRM type Prospectine ou autre. Et je vais leur envoyer le fameux lien du post qui a été publié pour que les gens puissent s'engager une nouvelle fois. Et la boucle est bouclée, en fait. Du coup, Phantom Buster, quand tu veux récupérer les personnes qui ont liké, par exemple, tu vas le faire tourner tout de suite et tu vas le laisser tourner pendant plusieurs jours et tu attends un certain nombre de jours qui se passent avant d'aller sortir ton CSV et de l'envoyer sur Prospectine. En fait, j'attends une semaine parce que généralement, un post viral, dit viral entre guillemets, qui a bien fonctionné, il tourne une semaine maxi. Après, un post standard, normalement, c'est 1 à 2 journées. Il y a un post qui n'a pas trop marché, au bout de 3 heures, il s'arrête. Donc, je le fais au bout d'une semaine. Je vois, de toute façon, ça se voit très, très rapidement lorsque ton post il est au bout de sa course. Là, le dernier post que j'ai fait, il a fait 20 000 vues et il tourne encore. Donc, tu vois, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas publier une nouvelle fois parce que je laisse tourner. Je ne veux pas cannibaliser la portée de ce post-là. S'il plaît, autant qu'il soit vu un maximum. On n'a pas parlé de la cannibalisation des posts aussi, parce que publier les uns sur les autres, ça a tendance à casser la portée du post précédent. Si vous publiez une nouvelle publication, la publication antérieure, elle perd de sa portée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cannibalisation. OK. Page professionnelle ou profil personnel, c'est une question qui revient très Oui. souvent. Alors, ne pas négliger sa page professionnelle. Pourquoi? Parce que la page professionnelle, ce n'est pas une page personnelle. Une page personnelle, c'est une page, comme son nom l'indique, personnelle, sur lesquelles on va faire des publications en son propre nom et sur lesquelles on va s'engager soi-même en tant que personne. Une page professionnelle, c'est une page sur laquelle on va plus parler de l'entreprise, des coulisses de l'entreprise, mais aussi de l'emploi, des offres d'emploi, des événements liés à l'entreprise qu'on peut éventuellement relayer sur des pages de profil, mais la page d'entreprise, faut pas la négliger parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire sur un profil standard. Et donc, il faut la conserver impérativement, il faut la travailler pour que, même si effectivement au niveau de la portée, c'est pas énorme, elle permet d'avoir une traçabilité au niveau des stats notamment. Elle permet de faire de l'ADS, c'est de la publicité qu'on ne peut pas faire sur un profil personnel aussi. On peut également lancer une newsletter, on peut fédérer une communauté. Donc, ça, c'est important. On est sur un réseau social, mais aussi un réseau de communauté qui est en train de se dessiner de plus en plus à travers cette notion de newsletter là, qui est très porteuse et qui draine énormément de leads. La newsletter, c'est uniquement sur les comptes entreprises ou aussi sur les comptes créateurs? Sur les comptes, les deux. Mais effectivement, tu peux pas forcément communiquer de la même manière, comme je te disais tout à l'heure, d'un profil personnel qu'avec un profil de page entreprise, quoi. C'est-à-dire qu'une page entreprise, on va parler des événements, on va parler des offres d'emploi, on va parler de la culture d'entreprise, de sa raison d'être, essentiellement de ses produits, si effectivement elle en a à vendre en B2C, même si le B2B est présent, mais on pourra parler des services notamment, et aussi des événements. Donc, la page entreprise est intéressante. Moi, ce que je conseille aux gens pour vraiment mettre en valeur la page entreprise, qui est grosso modo 50 fois moins vue qu'une page de profil, c'est de booster la page entreprise à partir des pages de profil. Ce qui permet effectivement, via un arrobase Jean-Bernard Sibony,
de faire un lien direct et d'inviter les gens à s'abonner sur la page entreprise. Mais les pages entreprises, faire un post viral sur une page entreprise, non, j'y crois pas non plus. Après, faut pas se leurrer, hein. LinkedIn, c'est Microsoft derrière, et puis derrière, ils veulent faire de la publicité, vendre de la pub. Donc, et la publicité, l'ADS, c'est que sur les pages entreprises, donc tu pourras pas faire de publicité sur une page personnelle. Donc sur un profil, donc voilà, ils sont pas fous non plus, il faut que ça rapporte. J'ai une dernière question, Valérie. Comment tu fais pour publier? Alors, tu nous as dit que tu publiais pour toi, mais comment tu fais pour publier dans les thématiques de tes clients? Comment on fait pour publier, pour faire un post de qualité dans une thématique que l'on ne connaît pas? Comment tu t'y prends quand tu rencontres un client pour être capable de faire un bon post alors que tu ne connais pas son métier? Super question. Effectivement, il y a une démarche journalistique qui est hyper importante. C'est-à-dire que moi, j'ai une formation en com, mais j'ai fait du journalisme il y a 25 ans. Cette posture-là, je l'adore parce qu'effectivement, je fais une phase de coaching avec mes clients, je m'imprègne de leur business model, de leurs propositions de valeur, de leurs clients, des problématiques de leurs clients. Tout ça, on tourne autour de ça pendant 5h30, 6 heures en coaching. Et en fonction de ça, on détermine des objectifs pour répondre à ces fameuses problématiques de leurs clients. Et on dresse ensuite un planning éditorial en fonction des différents supports qu'ils peuvent avoir, eux, en stock ou qu'ils veulent produire. Donc ça, c'est une démarche journalistique, effectivement. Il faut savoir il faut connaître à la fois les plateformes, les us et coutumes et les codes des sujets qui sont intéressants et sur lesquels la communauté va s'engager. Donc, effectivement, l'expérience de la visibilité de LinkedIn, on voit quels sont les différents sujets qui sont les plus porteurs, on va dire. Donc, en fonction du secteur d'activité, j'arrive à comprendre quel type de poste pourrait être intéressant pour le secteur d'activité de mes clients. Mais aussi, il y a cet aspect journalistique qui est hyper important, sur lequel il va falloir structurer ton contenu pour pouvoir le rendre intéressant, qu'il soit itérable et réitérable dans le temps, en fait. Donc ça s'improvise pas ou ça s'apprend. C'est-à-dire que plus on va écrire, comme je te disais tout à l'heure, les idées, on les note tous les jours. Mais moi, je passe mes journées à écrire. Je fais 3 heures d'écriture par jour. Et plus tu écris, plus tu apprends à écrire pour une audience spécifique, et plus tu arrives à structurer tes posts, tes articles, pour qu'ils deviennent intéressants pour les personnes qui les lisent, quoi. Après, les fautes d'orthographe, tout ça, il ne faut pas se focaliser. On peut en faire, on a le droit. On n'est pas, voilà, on n'écrit pas un livre. On est sur un réseau social qui bouge, c'est en mouvance. Personne ne vous montrera du doigt parce que vous avez fait une faute à tel endroit ou autre. Ça arrive très, très rarement sur LinkedIn. C'est un réseau qui est hyper respectueux. On est sur un réseau professionnel, donc les gens savent qu'ils sont vus par leurs pairs, vus par leur hiérarchique, leur N+1, comme on dit, leurs collègues. Donc jamais, au grand jamais, à part des haters, les fameux haters dont on parle, vous n'aurez de personnes qui vont vous juger. Vraiment, la première personne qui va vous juger, c'est vous-même. Donc, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que LinkedIn, c'est une plateforme très permissive sur ça. On parlait du syndrome de l'imposteur, mais contrairement à Facebook, Instagram, quand tu fais un post, au pire, il n'aura pas de portée, mais il n'y a jamais personne qui va venir se moquer de toi. non, non. Et au pire, si ton post n'a pas de portée, tu le supprimes. Qu'est-ce que tu perds? Rien. Tu auras perdu du temps, certes, mais tu auras appris et tu feras mieux la prochaine fois. Donc forcément, plus tu vas publier, même plusieurs fois par jour, plus tu seras performant par rapport à une personne qui publie qu'une fois par semaine. Ça, c'est évident. Plus tu vas en faire et plus tu vas apprendre. C'est ce qu'il faut se dire. C'est le fameux leitmotiv de Einstein qui dit quand je perds, je perds pas, j'apprends. Je crois que c'est ça. Et je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Et j'ai réussi à faire 2 posts à 100 000 vues. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé. Bravo! Ah là là, dis-moi quels sont ces posts. Ah ben, je vais t'envoyer les liens. J'ai fait Ouais. un post. Il y a un post, c'est quand j'ai dîné avec Oussama Ammar. Ah, génial. Tu vois. Ouais. Et l'autre, je me souviens même plus. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu as fait pour faire un post à 100 000 vues. Et j'ai dit, bah, en fait, d'abord, j'ai fait 40 posts de merde.
C'est exactement ça. Donc, persévérance, régularité, routine, méthode et puis mindset. Voilà. Valérie, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis, je regarderai ton profil avec attention. Maintenant que je sais que tu cartonnes bien, je vais regarder ça. Hein. Oh non, je cartonne pas bien, mais je progresse bien. J'en suis contente. Je suis toujours contente de voir que effectivement, plus il y a de rédacteurs, d'auteurs, plus ce réseau sera riche et attirera du monde et fera de la rétention. J'en suis persuadée. Écoute, merci beaucoup Valérie. C'est avec plaisir, Jean-Bernard. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le Gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.